Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Mathias Dufour, président de Hashtag le plus important, et ravi avec ma collègue Sonia Wada de co-animer aujourd'hui ce webinaire qui s'inscrit dans notre série sur la petite enfance, construire l'avenir de nos enfants à l'heure du Covid. Nous allons aujourd'hui traiter le thème quels enseignements de la crise sur les besoins en compétences et la formation des professionnels. Je rappelle que Hashtag le plus important est un think tank Action Lab indépendant et innovant qui se mobilise pour redonner du pouvoir d'agir à chacun et promouvoir une société plus inclusive. Nous avons pour objectif de favoriser le développement des capacités et des compétences des classes moyennes et des plus fragilisées. Et évidemment, comme la petite enfance est la période la plus cruciale de la vie, au cours de laquelle toutes les bases des compétences ultérieures sont posées, c'est un thème qui nous intéresse tout particulièrement. Et d'où donc cette série de webinaires. Je vais laisser Sonia présenter le webinaire d'aujourd'hui avant de passer la parole à nos intervenants. Bonjour à tous, merci Mathias. Alors effectivement, la crise de la Covid avec le confinement et les incertitudes actuelles ont bouleversé le mode de vie des jeunes enfants, de leurs parents et des professionnels de la petite enfance. Au-delà des nouvelles exigences sanitaires, l'importance essentielle de ces métiers dans la société, que l'on appelle aussi les métiers en première ligne maintenant, sont des métiers en forte croissance et ils nous incitent à questionner le type de formation nécessaire dans un contexte où des initiatives gouvernementales comme le programme des 1000 premiers jours ou ceux des parlementaires sur le rapport sur les métiers du lien offrent un nouveau regard, reconnaissant davantage les enjeux sociétaux dont ils sont porteurs. Je te laisse à présent présenter nos invités. Oui, donc nous avons la chance d'avoir trois invités de marque aujourd'hui avec des profils très complémentaires. D'abord, Julie Marty-Pichon, qui est présidente de la Fédération nationale des éducateurs et éducatrices de jeunes enfants. Bonjour, Madame Marty-Pichon. Nous avons ensuite Éléonore de Saint-Seine, qui est cofondatrice de Edumiam, qui est la première application de formation continue pour les professionnels de la petite enfance et de conseils pour les parents, notamment, comme son nom l'indique, sur les sujets liés à l'alimentation des petits-enfants. Et puis, Jean-François Pierre, qui est chef de projet du plan national exceptionnel de formation des professionnels de la petite enfance au sein de la Direction générale de la cohésion sociale au ministère des Santé, des Solidarités et de la Santé. Eh bien, nous allons donc au plus près du vécu et des expériences des professionnels et des formateurs. Nos trois invités nous feront partager leur point de vue et retour d'expérience. On souhaite que ce webinaire soit le plus interactif possible, donc n'hésitez pas à vous exprimer, à poser vos questions sur le chat de ce webinaire. Alors, on va commencer peut-être avec une question pour Julie Marty-Pichon. En France, la profession d'éducateur de jeunes enfants est encore mal connue, pas forcément bien différenciée des autres professions de la petite enfance, notamment par les familles. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les fonctions exercées par les éducateurs de jeunes enfants et la formation qu'ils ou elles reçoivent? Donc, bonjour à tous, merci déjà de nous avoir sollicités pour ce temps d'échange. Alors, EJE, en effet, c'est un métier qui n'est pas très bien connu. Nous sommes des travailleurs sociaux spécialistes de l'accompagnement des jeunes enfants et de leur famille. Voilà. Au même titre, nous avons un diplôme qui est du même niveau que les assistants de services sociaux, les éducateurs spécialisés, les conseillers en économie sociale et familiale, les éducateurs techniques spécialisés, parce que nous faisons partie du champ du travail social. Voilà. Donc, c'est une formation qui se déroule après post-bac dans des écoles de travail social où on a 3 ans de formation à la suite d'un concours. Alors maintenant, ce n'est plus un concours, c'est Parcoursup, donc c'est un peu différent, mais sur dossier et sur entretien individuel, on rentre en formation pour 3 ans, qui est une formation qui est alternante, c'est-à-dire qu'on alterne théorie et pratique, donc avec beaucoup de stages. Voilà. On apprend le métier sur le terrain avec des tuteurs, avec des référents de stage. Ce qui est une particularité de nos formations du travail social d'ailleurs, à laquelle on tient particulièrement.
comparé à d'autres formations peut-être. Nos missions, ce sont des missions de prévention, d'éducation, des missions d'accompagnement à la parentalité et une mission sociale du fait de notre fonction de travailleur social. Voilà, c'est un métier qui est très divers et très varié parce que éducateur de jeunes enfants, ça veut dire accompagner les jeunes enfants et les jeunes enfants, c'est de 0 à 7 ans. Alors 6 ans inclus si vous voulez. Donc on D'accord. est amené à travailler dans tous les lieux qui accompagnent des jeunes enfants ou leurs familles. Voilà. Donc c'est très très divers. Alors c'est vrai que 80%, on va dire à peu près, des EJE travaillent en multi-accueil, en crèche, ce qu'on appelle communément la crèche. Mais vous avez un certain nombre d'éducateurs de jeunes enfants qui travaillent en protection de l'enfance, qui travaillent en PMI, qui travaillent dans des haltes-jeux, qui travaillent en ludothèque, qui sont, vous avez des EJ aujourd'hui qui sont même en libéral, qui interviennent directement au domicile des familles, dans le champ du handicap, de la prévention, etc. Donc, c'est vraiment très, 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 très divers et varié et très, très ouvert. Voilà. C'est un métier qui amène aussi beaucoup de perspectives pas de reconversion, mais en tout cas de changement de lieu de travail. Voilà. D'accord. Et alors, puisque le webinaire porte sur la question du Covid, et quelles sont les conséquences de la crise que vous avez pu observer sur les pratiques et en particulier les compétences nouvelles qui étaient demandées, et du coup, est-ce qu'il y a des besoins en formation nouveaux qui émergent suite au Covid? Alors, les compétences, enfin, ou en tout cas, les changements qu'il y a pu y avoir, j'ai envie de dire pas tellement, parce que les professionnels, en tout cas les plus qualifiés, que sont les auxiliaires de puériculture, les EJE, les puères, bon, la Covid ou pas Covid, on accueille les enfants, on accueille les familles. Ce qui a changé beaucoup, c'est toute la question du sanitaire, qui a pris une Oui. place une place très importante, voire de notre point de vue, FNEJ, trop importante, et qui du coup a ramené les lieux d'accueil sur des lieux d'accueil d'il y a 30 ans, où la question sanitaire était la plus importante et où la question éducative émergeait à peine, et éducative et sociale d'ailleurs. Donc ça, par contre, ça a changé parce que du coup, ça a remis des pratiques qu'on ne voyait plus, ou en tout cas, ça a fait interroger des pratiques qu'on ne voyait plus. Et ça pèse aujourd'hui sur les professionnels de terrain. Voilà, ça c'est une réalité, parce que passer plus de temps à nettoyer, désinfecter, etc., ben, ça enlève du temps à la relation éducative et Mhm. Mhm. sociale que vous pouvez avoir avec les enfants et les familles. Ça c'est une réalité. D'accord. Mais donc ça va pas au-delà, parce que nous, derrière la question, c'était aussi le fait que les contraintes qui pèsent sur les enfants, notamment les règles de distanciation sociale, les masques, la moindre fréquence des contacts, avaient des incidences sur les enfants. Est-ce que vous avez observé du coup un besoin d'adaptation de la part des professionnels pour faire face à ces nouveaux besoins des enfants? Ah oui, alors est-ce qu'on peut appeler ça des nouveaux besoins des enfants? Je ne sais pas. Mhm, mhm. On va dire des solutions pour régler une crise, peut-être, voilà. Oui. Ce qui est certain, oui, c'est que travailler avec un masque toute la journée avec des tout petits, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est quelque chose qui, pour beaucoup de professionnels encore, n'est pas accepté. Elles y sont obligées, donc elles le font, voilà. Mais c'est quelque chose qui les contraint énormément. Au niveau de la relation avec le tout petit, on sait aujourd'hui, enfin, je ne vais pas faire état de la littérature psychanalyste, etc. Bon, bref, on sait aujourd'hui que un tout petit se construit par la relation qu'il a, la plus sécurisée, la plus bienveillante et la plus bien traitante avec l'adulte, parce qu'il faut se rappeler qu'un tout petit est dépendant de l'adulte, un tout petit tout seul, en fait. Les expériences ont montré qu'en fait, il se meurt. Voilà, il ne peut pas vivre tout seul sans l'adulte qui prend soin de Mhm, lui. mhm, mhm. Et le fait de pouvoir voir un visage
quand on est tout petit, ça permet de consolider ce qu'on appelle l'accordage affectif. Ça permet de rendre, quand un bébé vous sourit et qu'il attend, enfin, il attend. L'adulte en face doit lui sourire pour lui répondre et lui expliquer qu'il a bien entendu sa demande et qu'il va pouvoir prendre soin de lui à ce moment-là, dans son besoin immédiat. Quand vous n'avez plus que la partie haute du visage, ça devient compliqué. Voilà, ça c'est une réalité. On a des retours de professionnels aujourd'hui qui nous disent quand je fais mon travail le mieux possible avec ce masque, hein, voilà, parce qu'après, il faut aussi se dire qu'elles font du mieux qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont comme moyen. Et quand elles enlèvent le masque, vous avez des bébés qui se mettent à pleurer, quoi. Parce que quand vous avez fait une familiarisation avec des bébés qui ont 3, 4, 5 mois, là, qui viennent de rentrer en structure et qui ne vous ont connu qu'avec le masque, et qu'à un moment donné, voilà, parce que des fois on l'enlève, hein, il faut se dire les choses aussi de façon claire. Hein, voilà, je ne connais pas une professionnelle qui. Vous avez des bébés qui ont des réactions qui sont normales, qui ont peur en fait, parce qu'ils ne connaissent pas exactement la personne visage. Alors après, évidemment, on rassure, on chante, bon, voilà, toutes nos pratiques quotidiennes reprennent le pas, et les bébés sont rassurés. Il faut aussi quand même voilà, ça c'est une réalité, mais c'est quand même une problématique et qui est très contraignante et qui pose de vraies questions. Quelles vont être les conséquences de tout ça dans les années qui vont arriver, quoi. Voilà, ça se pose pour les enfants, les très jeunes enfants, donc dont on s'occupe en 0-3 ans. Ça se pose pour les enfants de maternelle. Moi, je suis enseignante aujourd'hui en école maternelle. Depuis cette rentrée, je porte le masque toute la journée. Bon, voilà, quand on fait du langage avec des tout petits de 3-4 ans, quelles incidences ça va avoir, hein. Donc, moi, je ne me le cache pas. Et voilà, moi, j'enlève mon masque, hein. Voilà. Quand vous faites de la phonologie, vous n'avez pas le choix. Si vous ne montrez pas la fonction des lèvres et la fonction buccale, vous ne pouvez pas faire les apprentissages avec les enfants. Ce n'est pas vrai. Donc voilà. Donc, tout ça va avoir des répercussions. Aujourd'hui, on n'en a pas les. On peut en faire des observations sur le terrain très précises, mais on ne peut pas non plus en détailler les conséquences que ça va avoir. Mais il faudra qu'il y ait les études et il faudra qu'on se penche sur ces questions-là. Voilà. Parce qu'on aura de toute façon, on va payer le prix de tout ça, de la santé, en tout cas psychique de nos petits et qui vont grandir et qui, voilà, le contexte est très anxiogène pour les familles qui ça se ressent de toute façon chez les tout petits, qui peuvent être aussi stressés et angoissés. Donc, bon, voilà, il faudra discuter de tout ça, c'est certain. Alors, merci pour ces explications. Je voudrais rebondir avant de passer la parole à Sonia pour la suite, je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dit. Vous avez dit les contraintes sanitaires, c'est logique, sont devenues prioritaires, et du coup, ça a pris du temps sur les activités, le temps consacré à l'éveil, à l'éducation, aux apprentissages. Est-ce qu'il y a vous avez pu observer des stratégies pour faire face, adapter pour que malgré ce temps un peu moins important consacré aux apprentissages, la transmission se fasse quand même? Alors comme ça, là, tout de suite, je ne saurais pas. Après, ce qui est certain, c'est que malgré tous les protocoles qui sont à mettre en œuvre, etc., les professionnels font en sorte de pallier le plus possible, notamment sur, par exemple, qu'est-ce qu'on met à disposition en termes de jeux, etc., etc. Parce que, en fait, moi qui ai travaillé, par exemple, cet été en structure collective, au mois de juillet, là, on pouvait vite se retrouver avec des pièces de vie où il n'y avait plus de jouets. Parce qu'il fallait les laver, parce qu'il fallait les mettre en quarantaine, etc. Il fallait que ça passe au lave-vaisselle, donc du coup, c'est forcément que le plastique, etc., etc. Bon, ça, à un moment donné, c'est plus gérable. C'est plus gérable. Ça va quand on a des enfants sur 40 qui sont là, mais pas quand les crèches sont à plein, comme même s'il y a encore quelques absences, les enfants sont revenus. Donc oui, ça a eu comme pour conséquence d'identifier tout le matériel qu'on avait, de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on sort pas, à quelle fréquence, quel roulement, et faire en sorte d'avoir le plus possible de matériel à disposition pour pouvoir continuer à faire notre travail, parce que sinon on peut devenir fou en tant que professionnel quand même. Très clairement, enfin, je veux pas... Enfin bon, c'est un peu ça, quoi. Voilà. D'accord.
Eh bien, merci beaucoup. On va peut-être passer la parole à nos autres intervenants. Eh bien, merci Mathias, merci. Avant de rebondir sur ces questions, Éléonore de Saint-Seine, peut-être pourriez-vous nous présenter rapidement le projet Edumiam et peut-être même que à travers votre présentation, nous allons pouvoir déceler des éléments qui vont nous éclaircir sur des propositions à apporter à cette situation compliquée. Avec plaisir, merci beaucoup encore une fois pour cette invitation. Alors, Edumiam, on est une entreprise sociale. Notre objectif est de mieux accompagner tous ceux qui s'occupent des jeunes enfants au quotidien, donc les parents et les professionnels de la petite enfance. Et pour ce faire, on développe des approches pédagogiques qui sont assez innovantes pour répondre à deux enjeux qu'on a identifiés comme majeurs aujourd'hui. D'une part, simplifier l'accès à la formation continue des professionnels de la petite enfance. On se rend compte qu'il y a vraiment un gros sujet entre l'intention, la volonté, la motivation de se former et la proportion de professionnels qui sont formés au quotidien. Nous, notre analyse, c'est qu'un des freins parmi d'autres, c'est notamment le fait qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour des professionnels d'aller se libérer 6-7 heures d'affilée, que ça soit dans les crèches ou quand on relève du marché du particulier employeur, donc quand ce sont les parents qui sont nos employeurs, c'est compliqué de leur dire « on va partir le jeudi se former, débrouillez-vous avec vos enfants ». Donc, le parti pris qu'on a pris, c'est de développer des outils numériques, donc notamment la première application de formation continue, qui est extrêmement simple de prise en main, extrêmement simple d'utilisation, très ludique et qui permet du coup concrètement de se former un peu où et quand on veut et donc ainsi de lever un certain nombre de freins opérationnels. Le deuxième enjeu qu'on a identifié comme majeur, c'est bien évidemment de mettre en place des programmes de formation qui permettent de maximiser l'impact sur les pratiques des professionnels au quotidien et donc de répondre au mieux à leurs besoins. Et donc, nous, on a pris un parti pris qui est assez important, qui est même très important pour nous, c'est que tous nos contenus sont issus d'un triptyque, c'est-à-dire des experts qui vont permettre du coup de vraiment donner l'état le plus à jour de la science. On sait que c'est aussi une des demandes des professionnels, comment se tenir au courant des avancées, des différentes sciences dans la petite enfance pour être sûr de faire au mieux. On a également évidemment des ingénieurs pédagogiques qui sont spécialisés sur le digital. Nous, on pense qu'une des valeurs ajoutées notamment de ces outils, c'est de pouvoir mettre en place énormément d'exercices de jeu tout au long du parcours qui facilitent fondamentalement la mémorisation des informations. Et c'est notamment vrai sur les parties théoriques. Et ça peut-être, à notre sens, a encore plus de valeur qu'en présentiel. Et la troisième, évidemment, partie prenante fondamentale, ce sont les professionnels du terrain. On a une communauté de professionnels engagés, que ce soit des assistantes maternelles, des gardes d'enfants, des professionnels de crèche de tout niveau, qui contribuent à l'élaboration des contenus. Et ça nous paraît complètement clé. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nos parcours aujourd'hui, à notre sens, sont révélateurs évidemment des besoins exprimés. On a un gros angle évidemment sur le savoir-faire qui est absolument fondamental pour pratiquer sa mission de manière sereine, mais on a un très large volet qui est dédié à ce qu'on appelle le savoir-être, la question de posture. Nous, il y a un élément qui est vraiment frappant dans tous nos retours utilisateurs, qui est la question fondamentale de comment j'accompagne de manière sereine les parents, comment avoir suffisamment confiance en soi pour communiquer ce que j'ai appris dans mes formations aux parents. Et vraiment, c'est un point de souffrance au quotidien dans les professionnels qu'on interviewe depuis maintenant plus de 2 ans. On sent que c'est un point vraiment sur lequel il faut mettre l'accent dans les formations à la fois initiales et les formations continues. Donc ça, c'est vraiment notre positionnement avec Edumiam. Alors évidemment, on ne va pas se leurrer, le digital a aussi un certain nombre de limites. On ne prétend pas tout résoudre avec ce type d'outils. Un des principaux motifs de départ en formation, c'est bien évidemment également le partage entre pairs, les échanges de bonnes pratiques. C'est sortir de son quotidien, sortir de chez soi pour aller prendre un peu l'air et ainsi un peu de hauteur, on va dire, par rapport à son quotidien. Mais donc d'ailleurs, c'est pour ça que nous, une des formats qu'on recommande, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le blended learning, c'est-à-dire c'est un mélange entre ce distanciel qui nous paraît très opportun pour mémoriser notamment un maximum d'informations sur la théorie et des sessions en présentiel.
que l'on propose pour favoriser ces échanges de pratiques. Après, la peut-être seule bonne nouvelle avec ce Covid, c'est que beaucoup de Français ont, on va dire, une meilleure utilisation des outils numériques. On a souvent mentionné les apéros Zoom qu'on a pu mettre en place pendant le confinement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une plus grande appropriation des outils numériques en général. Et notamment, du coup, on propose en complément de ces parcours des sessions de classe virtuelles qui ne conviennent pas à tous, mais qui conviennent à beaucoup de professionnels et qui permettent de se regrouper régulièrement pour échanger avec des spécialistes et avec d'autres professionnels, avec des pairs, et prendre ainsi du recul, échanger sur ces bonnes pratiques et aller jusqu'à l'analyse de pratiques professionnelles. Et ce point est important parce que c'est un des sujets qui revient également très souvent des besoins des professionnels, c'est ce besoin d'accompagnement en continu. Quand on parle de formation continue, ce terme continu est très important. Or, aujourd'hui, les formations, c'est souvent des one-shots, ça va être 7 heures en présentiel ou même, pour être honnête, 7 heures sur l'application. Et ce n'est de formation, et à notre sens, ce n'est pas suffisant. Il faut mettre en place des sortes de sessions presque de partage, presque de coaching. C'est un mot très à la mode sur les parents, mais qui pourrait également être approprié pour les professionnels. Et donc, on propose dans la durée, toutes les mois, toutes les 6 semaines, des sessions de partage en petits groupes qui permet justement bien d'échanger, de faire remonter des problématiques au quotidien, etc. Et ça, c'est aussi un des avantages du numérique, c'est que ça permet finalement un accompagnement dans la durée qui est facile à mettre en place, à la fois d'un point de vue opérationnel, mais aussi, il faut bien le reconnaître, d'un point de vue financier. C'est aussi un des sujets de la formation professionnelle aujourd'hui. Alors du coup, je vais poser une petite question rapidement. Je pense que vous avez très bien présenté votre outil. Et justement, la question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, vous avez pu évaluer en quoi il était, sur quel contenu ou sur quelles compétences il apportait une plus-value aux professionnels qui l'utilisent, et puis là où peut-être vous pensez que justement le blended learning, comme vous l'avez dit, apporte une complémentarité à cette mise en place. Alors, le blended learning, donc, pour reclarifier, hein, c'est un mélange entre du distanciel et du présentiel. Et nous, la valeur ajoutée qu'on voit dans ce dispositif, c'est que ça permet finalement de maximiser la mémorisation d'informations sur notamment des éléments théoriques qu'on n'a pas forcément toujours le temps d'approfondir sur une seule journée de formation en présentiel. Voilà, par exemple, sur le sujet de la nutrition, mais pour information, nous, on a un parcours de formation, un programme très, très varié qui va évidemment bien au-delà que le simple sujet de la nutrition. Mais sur des sujets assez théoriques, c'est compliqué de mémoriser l'information. Le digital a une vraie valeur ajoutée parce qu'on peut y mettre énormément d'exercices, ce qui permet de vraiment faciliter la mémorisation de l'information. Nous, on le voit aujourd'hui avec des questionnaires qui sont faits en fin de formation et ce qu'on appelle des questionnaires à froid qui peuvent aller 2 mois et maintenant 6 mois après la formation. Et on voit que le taux de mémorisation est bien plus élevé que sur le présentiel. Et après, l'autre valeur ajoutée du blended learning, c'est que pour le coup, ça permet de recentrer en fait le présentiel sur une de ses principales valeurs ajoutées, c'est-à-dire des temps d'échange, des temps de partage, des temps de jeu de rôle, et donc de passer moins de temps sur la théorie, mais de davantage capitaliser sur la valeur relation humaine, on va dire, que peut apporter le présentiel. Et comme on sait que les jours de formation sont comptés dans les crèches ou auprès d'assistantes maternelles, ça nous paraît être un dispositif tout à fait pertinent. Merci. Alors peut-être, Mathias, maintenant, je te laisse la parole. Oui, pour notre troisième intervenant. Merci à vous, Jean-François Pierre, d'avoir accepté notre invitation. Donc, je rappelle, vous êtes chef de projet du plan national exceptionnel de formation des professionnels de la petite enfance à la DGCS, au ministère des Solidarités et de la Santé. La stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté porte l'ambition d'un
en particulier l'ambition d'un renforcement de la qualité des modes d'accueil, notamment avec le lancement en 2019 d'un plan de formation continue à destination des 600 000 professionnels de la petite enfance, plan qui prend appui sur le rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, qui avait 24 propositions et recommandations. Alors, je crois que même s'il a été lancé en 2019, il a pris un petit peu de retard avec la crise. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les objectifs principaux de ce plan, les axes de formation à renforcer et sur quelle base? Effectivement, donc c'est un plan de formation qui est prévu par la Stratégie nationale de prévention de lutte contre la pauvreté, donc 2018-2022. Donc le plan de formation, effectivement, a pris du retard. Alors, on a associé évidemment l'ensemble des partenaires pour la préparation de la mise en œuvre du plan, et je salue Julie Marty-Pichon qui a participé à nos travaux en fin d'année dernière. Voilà, donc comment est-ce qu'on a procédé? Donc on a d'abord travaillé un peu sur le cadrage de ce plan de formation qui associe les représentants des employeurs, puisqu'on touche à la formation professionnelle, qui est une compétence des employeurs. Donc il a fallu qu'on aille trouver en fait évidemment les employeurs et les organismes qui mandatent pour la formation professionnelle, qui ont été réformés entre 2019 et aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça s'appelle les OPCO. Donc il y en a 3 dans le secteur: l'OPCO cohésion sociale, l'OPCO entreprise de proximité, l'OPCO santé. Également le secteur des assistants maternels et les salariés du particulier employeur. Donc, tout ça fait à peu près 600 000 personnes. Voilà, donc on allait voir pour faire le cadrage. On a aussi travaillé sur la partie pédagogique, sur un parcours national de formation constitué de 7 étapes qui s'appuie effectivement sur le rapport publié en 2019 par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Donc 7 étapes qui vont du langage, qui est vraiment au cœur de la stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté. Le langage, c'est beaucoup de choses, effectivement, au-delà des aspects effectivement sur la compréhension et l'acquisition du langage. C'est aussi un moyen de détecter aussi des fois des difficultés dans le développement que pourraient avoir les enfants, qui peuvent être les signes, parfois, d'un handicap futur, pas toujours. Donc, ça peut être un point de vigilance pour les professionnels de la petite enfance. Et donc, le langage, les arts et la culture. Donc, on a un partenariat depuis déjà 2017 avec le ministère de la Culture, partenariat assez actif qu'on mobilise aussi actuellement dans le cadre de la gestion du Covid, parce qu'on est en train de préparer une petite fiche sur le déroulement des activités d'éveil artistique et culturel en temps de Covid dans les modes d'accueil du jeune enfant. Peut-on jouer de la trompette dans une crèche en fait ou dans une maison d'assistants maternels à l'heure du Covid? Voilà, peut-on aussi toujours emprunter des livres à la bibliothèque quand on a un procès à la petite enfance, ce genre de choses, un peu des questions toutes bêtes en fait finalement, sur lesquelles on voit qu'il y a encore parfois des réticences en fait aussi de la part d'un certain nombre d'acteurs, et ces activités sont au cœur du métier des professionnels de la petite enfance. Une étape aussi sur l'alimentation et la nature. Et du MIAM, on avait déjà eu des contacts par le passé sur ces sujets-là. Ce sont des sujets très importants, et la nature, on le voit en ce moment, l'importance des espaces extérieurs, du contact avec des choses vraies, c'est assez important. D'autres étapes, 3 autres étapes: l'accueil occasionnel, savoir accueillir des enfants pendant des temps assez réduits. Un sujet qui se posait avant la crise du Covid, mais qui se pose d'autant plus dans le cadre d'une stratégie de prévention de lutte contre la pauvreté, avec des enfants qui sont majoritairement finalement chez leurs parents et souvent pris en charge par leur mère. Et donc, on veut en faire en sorte que ces enfants aussi puissent avoir accès au mode d'accueil, y compris sur des temps très courts, et pas seulement dans les haltes garderies, dont c'est le métier habituel. Une autre étape qui porte sur le soutien à la parentalité, donc soutenir les parents dans leur fonction parentale. Tient particulièrement éprouvé en ce moment, et pour lequel aussi le ministère a mis en place des permanences, a soutenu la mise en place de permanences téléphoniques, a créé une page sur son site internet sur le fait d'être parent en temps de Covid. Et enfin, une dernière étape qui s'est ajoutée récemment, qui est un des enseignements en fait de la première partie de l'année, du premier confinement, qui est le numérique, donc les enjeux du numérique pour les professionnels dans les relations avec les parents, enjeux à la fois positifs et négatifs, c'est-à-dire effectivement, un peu comme pour le blended learning que vient d'évoquer Éléonore, en fait, effectivement, on ne peut pas se contenter du numérique. La transmission entre les parents et les modes d'accueil, entre les modes d'accueil et les parents, doit reposer sur des échanges naturels. On ne peut pas se contenter de l'écrit.
ou du distanciel, effectivement. Ce parcours de formation, donc on l'a conçu comme ceci. Donc on a conçu des attendus, c'est-à-dire qu'on n'a pas conçu des maquettes de formation. Ensuite, il faudra que les organismes de formation et les OPCO aussi adaptent les catalogues après avoir fait une revue des formations existantes qui pourraient correspondre à ce parcours national de formation. Donc, nous devons ensuite signer donc un certain nombre d'accords en fait, au niveau national avec les 3 OPCO que j'ai cités, les branches assistants maternels, salariés du particulier employeur, ainsi qu'avec le CNFPT. C'est en bonne voie, en fait. Hein. Donc, on est en train de parvenir à un certain nombre de discussions finales sur des montants financiers, etc. Parce que notre objectif est d'envoyer un maximum de professionnels en formation. Évidemment, il faudra beaucoup axer sur le numérique. C'est une offre qui n'était pas forcément très développée en fait, avant la crise du Covid, mais voilà, donc tout le monde, beaucoup s'y sont mis en tout cas pendant le premier confinement ou ensuite pour voilà, permettre à tout le monde d'avoir accès à un morceau de formation au format numérique. Dans ce que je peux dire d'autre aussi, donc ça c'est le volet un peu national, on a aussi un volet territorial qui repose sur les préfets et surtout sur les commissaires de lutte contre la pauvreté. Donc on leur a délégué en fait un budget de 3 millions d'euros cette année en 2020 pour lancer des appels à projets sur le plan de formation des professionnels de la petite enfance et plus généralement sur la petite enfance. Donc, on leur a diffusé début octobre un cahier des charges en fait, hein, pour les aider à aller voir finalement les acteurs locaux, pas seulement au niveau national, hein, parce que beaucoup de choses se jouent au niveau local. Il ne suffit pas qu'on ait un accord avec un OPCO, avec des employeurs au niveau national, pour qu'il y ait des formations dans toutes les régions. Il faut qu'il y ait une offre de formation au niveau local, et donc ces appels à projets permettent finalement au commissaire contre la pauvreté de faire connaître l'existence du plan de formation et de motiver aussi les organismes de formation pour qu'ils proposent des formations qui correspondent au parcours national de formation, les 7 étapes que j'ai présentées tout à l'heure. Voilà. Et dans le futur, on aura des journées territoriales de formation, normalement, qui permettront voilà, sur chacune des étapes du parcours national de formation voilà, dans les 2 ans qui viennent. Ça, c'est notre ambition. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation du plan. Est-ce que vous pourriez nous dire, est-ce que la crise du Covid a conduit à changer un peu la donne sur ce plan? Oui, alors oui, avec la crise du Covid, nous-mêmes, moi je suis au sein du bureau famille et parentalité, donc on anime la politique d'accueil du jeune enfant et donc on est en lien direct avec les gestionnaires d'établissements d'accueil du jeune enfant, donc crèches, mais aussi les assistants maternels. Donc en fait, on s'est beaucoup concentré sur ces sujets-là, donc de gestion des problèmes concrets et quotidiens et prioritaires, voilà, donc du secteur des modes d'accueil du jeune enfant. Et on a un peu laissé de côté le plan de formation, voilà, sachant que tout le monde étant confiné, c'est un petit peu compliqué d'envoyer des gens en formation. Donc on a repris et effectivement, on a changé vraiment nos plans. Donc on a complété notre parcours de formation par cette étape sur le numérique, qui était un peu plus discrète dans la version précédente du parcours national de formation. Et aussi, on a laissé plus de latitude aussi au commissaire contre la pauvreté dans leur relation avec le secteur local de la petite enfance et les organismes de formation, donc en laissant plus de marge de manœuvre au niveau financier, plus de crédit et plus de possibilités d'action. Et il est possible que dans le futur, compte tenu du contexte actuel, de la réforme de la formation professionnelle aussi, et peut-être de problèmes de collecte aussi qu'auront les OPCO aussi dans le futur avec du fait de la baisse des cotisations professionnelles avec la mise en place de la cessation, l'activité partielle, il est possible qu'on doit faire autrement aussi, voilà, et aussi qu'on accompagne vraiment les acteurs au niveau local. D'accord. Parce que si je peux me permettre de vous challenger un petit peu, vous dites du coup Oui. la priorité a un petit peu moins été sur la formation des professionnels, mais sur les sujets sanitaires, sur comment transmettre les apprentissages alors même qu'il y a moins de temps pour ça, sur comment régler les questions d'accès à la formation alors même qu'en période de confinement et de distanciation sociale, c'est plus compliqué. On aurait pu se dire il y a d'autant plus besoin d'agir pour la formation des professionnels. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas tout dit. C'est vrai que dans notre volet territorial, on a, je ne sais pas exactement encore le montant, parce qu'on a un budget de 48 millions d'euros au total, donc c'est assez conséquent. Au début, on avait prévu à part égale pour le volet national, donc les OPCO et le volet territorial.
Là, on est en train de voir comment on l'organise, mais a priori, oui, on a prévu qu'au niveau local, les financements qui sont donnés par les commissaires contre la pauvreté et les préfets, en fait, servent à financer jusqu'au remplacement des personnels qui partent en formation. Puisque le principal frein au départ en formation, effectivement, c'est l'absence du personnel qui part en formation. C'est d'autant plus important que toutes les formations n'ont pas lieu à distance. Donc, et les organismes de formation, pour avoir pris quelques contacts avec ceux qui les financent, en fait, assurent des formations cette fin d'année, donc plutôt en présentiel. Donc, voilà, le présentiel n'a pas disparu, il sera organisé différemment. Enfin, en tout cas, il aura toujours lieu. Et effectivement, les établissements sont en tension parce qu'ils ont besoin de professionnels avec peut-être des gestions de professionnels absents du fait du Covid. Et en même temps, on leur demande aussi de continuer à envoyer leur personnel en formation dans le cadre d'une démarche un peu continue de formation de leurs professionnels qui ne s'arrêtent pas à ces séquences de formation continue et à l'envoi aussi de professionnels dans les formations dites qualifiantes. On est vraiment dans la formation continue sur le plan national de formation au titre de la stratégie pauvreté. Voilà. Et puis on a pour ambition quand même de répondre à des problématiques qui se posaient avant la crise de Covid, mais qui sont particulièrement accrues. La question de l'exposition aux écrans, c'est une question qui se pose de manière encore plus importante qu'avant. La question de l'alimentation aussi, avec le retour de la précarité alimentaire. C'est particulièrement important, comment accompagner ces sujets-là. Et puis les arts et la culture, on sait que c'est beaucoup aussi bouleversé avec un secteur en grande difficulté et on a besoin de créer des choses. Vous avez cité le chiffre d'un budget de 48 millions d'euros, ce qui, en moyenne, si on rapporte à 600 000 professionnels, fait à peu près 80 euros. Est-ce que c'est 80 euros par personne, par professionnel, ou est-ce que l'idée, c'est de focaliser sur certains professionnels, certaines catégories de professionnels pour faire des montants plus importants, ou comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, c'est vrai que notre plan s'adresse aux 600 000 professionnels qui partent en formation. Alors après, évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas 600 000 professionnels qui partent en formation de manière générale. On est sur quand même des volumes beaucoup plus faibles. Il est possible qu'on n'atteigne pas du tout ces montants-là de 600 000 professionnels. On est bien d'accord. Voilà, on peut pas non plus. Et on est obligé de tenir compte de la situation actuelle où c'est encore plus compliqué que d'habitude. Évidemment, on souhaite prioriser les professionnels qui interviennent dans les zones où les familles éprouvent le plus de difficultés sociales, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et c'est pour ça qu'on a demandé quand même à nos commissariats contre la pauvreté de se concentrer sur ces zones-là. Voilà. Alors après, en 2020, du fait de la crise, on leur a demandé peut-être un peu plus d'avoir des financements un peu tout azimut, finalement, pour déjà un peu intéresser un peu tout le monde, mais on aura quand même une attention accrue sur ces quartiers-là, en fait. On s'appuiera aussi, par exemple, sur les cités éducatives qui existent dans certaines régions, mais on sait qu'elles ne sont pas implantées partout. On en a beaucoup dans certaines régions et très peu dans d'autres. Donc, on essaie de s'appuyer sur toutes les initiatives possibles. Et puis, comme on a une bonne discussion avec le ministère de la Culture aussi, on peut aussi s'appuyer sur les DRAC aussi, pour mener des projets communs côté ministère des Solidarités et de la Santé et ministère de la Culture, parce qu'eux, ils ont déjà des contrats avec des collectivités locales au niveau municipal et surtout intercommunal, parce que nous, on n'a pas trop dans le secteur social et médico-social. Nous, notre interlocuteur habituel, c'est le département, qui est le chef de file de l'action sociale. Pour la petite enfance, évidemment, nous, notre interlocuteur habituel, c'est plutôt la commune, voire l'intercommunalité. Et donc, il faut trouver ces nouveaux interlocuteurs. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions aussi qui m'ont posées. Oui. Du coup, peut-être qu'on peut passer aux questions. Alors, nous avons une question et j'ai vu que Madame Marty Pichon, vous souhaitiez aussi réagir peut-être au propos de Jean-François Pierre. Alors, peut-être que nous pouvons commencer par les questions et puis ensuite vous laisser réagir ensemble sur ce que chacun d'entre vous a pu dire. Voilà, alors la question qui est posée sur la formation de professionnels à l'heure de la Covid, avez-vous renforcé les thèmes liés à l'approche psychologique des enfants? Alors moi je pense que peut-être qu'on pourrait également ouvrir cette question-là, je pense qu'elle porte sur le développement précoce
dans toutes ces dimensions qui est portée par le rapport des 1000 premiers jours. Et effectivement, monsieur, vous aviez insisté sur le langage, mais il y a aussi la communication, la motricité, la régulation émotionnelle et l'attachement. Alors, qu'en est-il de tous ces thèmes? Alors, effectivement, alors moi, mon plan de formation, il a un objet bien délimité, effectivement, qui est voilà, de prévenir la reproduction des inégalités sociales. Et nous n'avons pas pour ambition en fait, de revoir l'ensemble de la formation continue des professionnels de la petite enfance. Mais c'est vrai que c'est une thématique abordée par le rapport des 1000 jours. Donc, après, on verra par la suite, dans le cadre des mesures qui seront annoncées suite à la remise du rapport qui a eu lieu en septembre, ce qu'il en est sur ce sujet. C'est un projet beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important. Ce qui est sûr quand même, c'est que notre plan de formation, c'est le premier qui est mené au niveau national en matière de petite enfance. Est-ce que ce sera le premier d'une longue suite? Ça, je ne peux pas le dire pour le moment. Est-ce que c'est un prototype d'un plan de formation plus étoffé qui portera sur l'ensemble des aspects qui sont relatifs aux jeunes enfants? Je ne peux pas le dire non plus. Est-ce que c'est le seul vraiment vecteur aussi pour améliorer finalement les connaissances des professionnels du jeune enfant sur l'ensemble des besoins du développement du jeune enfant? Je ne suis pas sûr non plus en fait. En vrai, la formation professionnelle, ce n'est qu'un aspect du développement finalement des compétences et des professionnels de la petite enfance. On peut s'appuyer sur énormément de choses et dans les rapports qui sont faits par l'OCDE par exemple ou la Commission européenne, avec des travaux actuellement en cours auxquels je participe assez modestement en fait, sur justement la petite enfance, on voit qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites. Voilà, dans d'autres pays, ils l'ont fait aussi. Nous aussi, ça se fait en France. Mais en France, à la différence des autres pays, c'est qu'on a une offre énorme en fait, qui est incomparable par rapport à ce qu'on peut trouver dans les autres pays. On est un des pays où l'offre est la plus importante. L'offre, pardon, de quoi? Alors, l'offre d'accueil du jeune enfant, elle est vraiment très conséquente. Le nombre de professionnels dans la petite enfance correspond des fois à la moitié de la population de certains pays de l'Union européenne, pour avoir une petite idée. Donc, on est sur une offre vraiment très abondante. On est sur une capacité théorique qui dépasse largement ce qu'on peut trouver aussi dans la plupart des grands pays d'Europe, l'Allemagne, l'Italie, etc., l'Angleterre. Et donc, en fait, notre enjeu, c'est vraiment déjà de savoir ce qui se fait au niveau local et donc de faire des partenariats. Donc, là, au titre du plan de formation, finalement, on s'est dit, mais il faut faire des partenariats. Il faut que les professionnels fassent des partenariats avec les acteurs qui existent sur leur territoire, sur les différentes étapes du parcours de formation. Ça peut être la PMI, ça peut être les services sociaux, ça peut être évidemment les équipements culturels. Il faut aussi que nous, on travaille plus sur ces questions de partenariat pour aboutir à une démarche en fait, qui prenne en compte l'ensemble des besoins des jeunes enfants. Là, vous parlez de l'offre en général, pardon Sonia, parce qu'en matière de places d'accueil en crèche, l'Allemagne nous a entre guillemets doublé ces dernières années. Ils étaient en retard. Ils nous ont doublé, mais nous on a les assistants maternels en fait. C'est ça la différence avec eux en fait. Donc notre offre globale, elle dépasse largement ce que fait l'Allemagne. En fait, n'empêche qu'il y a eu un effet de rattrapage en Allemagne. Tout à fait. Qui n'a pas forcément eu lieu en France. Oui, alors mais ils partaient vraiment de très 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 bas en fait. En l'ex-Allemagne de l'Est, ils avaient une offre qui datait du régime communiste qui n'avait pas supprimé, contrairement aux autres pays d'Europe de l'Est, qui était assez importante, alors qu'en Allemagne de l'Ouest, il y avait vraiment quasiment rien lié à leur modèle traditionnel familial. Parce qu'on a eu quand même on a des échanges réguliers avec les Allemands sur leur modèle. Voilà. Donc effectivement, c'est dans ces zones-là qu'ils ont beaucoup augmenté l'offre d'accueil. C'est vrai. Ouais. Du coup, je voudrais rebondir et donner la parole à Madame Marty Pichon. Concernant les propositions de contenu qui ont été faites par Monsieur Jean-François Pierre, que pensez-vous des modalités de la mise en forme qui est proposée? Justement, je reprends encore le rapport des 1000 premiers jours. Il préconise des connaissances à expérimenter et à éprouver via des stages, des observations, des recherches, mais aussi des supervisions sur le terrain, avec des apprentissages in situ, avec un superviseur, parce que pour eux, je cite, c'est le seul moyen d'acquérir de l'expérience en réfléchissant sur son action. Qu'en pensez-vous?
Alors, je vois qu'il le retourne, mais je vais d'abord juste faire un petit point de détail. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, le secteur de la petite enfance est particulièrement, enfin, quel que soit le lieu d'accueil d'ailleurs, les équipes sont en flux tendu, et ce, avant le Covid. C'est-à-dire que la vraie problématique de la formation, oui, en effet, c'est le personnel absent, mais c'est aussi le fait qu'en fait, les équipes sont souvent pas au complet. Pas au complet, parce que le vrai problème aujourd'hui, au-delà de la formation continue et de la formation tout au long de la vie, parce que c'est de ça dont on parle particulièrement là depuis un moment. La vraie problématique aujourd'hui de fond que l'on a, c'est que la petite enfance n'est plus un secteur qui attire les jeunes étudiants. C'est que la petite enfance n'est pas un secteur qui est valorisé salarialement, qui est valorisé sociétalement. C'est un secteur qui a du mal à recruter, et particulièrement dans certaines régions de France où c'est très compliqué. Je pense à l'Île-de-France, par exemple, etc., etc. Et que ça fait 20 ans qu'on dit que les centres de formation ne sont pas suffisants. Ça fait 20 ans qu'on explique qu'il faut revaloriser la filière et le secteur, et ça fait 20 ans qu'on attend. Voilà, aujourd'hui, on a des centres de formation qui ne remplissent pas les formations de JE, par exemple, dans certains coins de France, parce qu'on n'a pas les candidats. Moi, je suis formatrice aussi par ailleurs dans un centre de formation sur Toulouse. Le profil des candidats a beaucoup évolué ces dernières années, voilà, avec des profils beaucoup plus jeunes. Enfin, quand on devient travailleur social, on a besoin d'une réflexivité, d'une capacité d'analyse, etc. On s'aperçoit aujourd'hui d'un niveau qui baisse d'année en année. Voilà. La problématique, elle est déjà là, c'est-à-dire que tous les rapports sont d'accord pour dire qu'il faut du personnel hautement qualifié pour s'occuper des jeunes enfants et de l'accompagnement de leur famille. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sylviane Jampignon avec son rapport de 2016, c'est tous les rapports européens qu'il peut y avoir sur la question, etc. Or, aujourd'hui, on a une vraie problématique pour avoir ces professionnels diplômés et qualifiés. Donc, ça, c'est une vraie question, la première. Ensuite, sur le fondement de la stratégie de formation du ministère, c'est ça a le mérite d'exister. Ça, je ne vais pas dire le contraire à Monsieur Pierre. On en a déjà échangé. Voilà, ça a le mérite d'exister. Ça ne s'est pas fait. C'est la première fois que ça se fait, donc c'est très bien. Voilà. Après, voilà, c'est très incomplet. C'est très incomplet. Il y a par exemple un sujet majeur et qui était déjà majeur avant le Covid et qui là a été particulièrement amplifié, c'est la question des violences éducatives ordinaires. C'est la question de la prévention de la maltraitance. S'il y a bien un sujet où tous les professionnels, de l'assistante maternelle à la puère, enfin, en passant par tout ce qu'il peut y avoir comme professionnel en France, est en difficulté et ne sait pas forcément comment faire, ne connaît même pas les procédures pour faire ce que c'est qu'une information préoccupante, qu'est-ce que ça veut dire le signalement, etc. Eh bien, ça ne fait. On a demandé, nous, la FNEJ, que ça fasse partie des six sujets prédominants. Ça n'en fait pas partie. Ça, c'est un vrai enjeu de société. Ça discute vraiment de la place de l'enfant dans notre pays et de quelle génération d'humains et d'adultes on veut par la suite. Ça ne fait pas partie du plan de formation. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Voilà. Ensuite, je voulais juste revenir sur la question des analyses de pratique professionnelle. Ça fait des années que les organisations demandent à ce que l'analyse de pratique professionnelle soit comptée comme du temps de travail effectif, comme ça peut se faire dans le médico-social avec les synthèses, etc., etc. Aujourd'hui, pour pouvoir se réunir dans un accueil collectif ou que ce soit les assistants maternels pour qu'elles puissent, il faut le faire en dehors des heures de travail, c'est-à-dire à 19h quand c'est fini, vous prenez 2 heures pour faire votre réunion d'équipe. Le lendemain, vous ouvrez à 7h ou à 7h30, etc., etc. C'est-à-dire qu'on n'a aucun moment dans la semaine ou dans le mois, etc., des heures qui sont banalisées sur le temps de travail pour pouvoir réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on pense, etc. L'analyse de la pratique professionnelle, ce n'est pas de la formation continue. C'est du travail effectif pour pouvoir faire notre travail correctement auprès des enfants et des familles. Et ça, c'est une revendication des années et des années. Alors, peut-être qu'avec la loi ESSOC, qui comprend la loi ESSOC maintenant, plein d'autres questions compliquées, mais ça, l'analyse de pratique fait peut-être partie de ce qui va être validé avec la loi ESSOC. Il est temps, quoi. Il est temps.
Mais encore une fois, quels vont être les leviers financiers? Qu'est-ce qui va faire que les gestionnaires vont mettre en place cette analyse de pratique de façon régulière sur les structures, etc. etc. Aujourd'hui, nous n'avons aucun on ne sait pas comment ça va se mettre en place parce que c'est trop laissé au libre choix du gestionnaire de ce qu'il a envie de dépenser ou pas. Voilà. Je suis désolée d'être un peu plus radicale et un peu plus moins timorée et moins bisounours peut-être, mais la réalité du terrain, c'est celle-là. Avant le Covid. Voilà. Le Covid n'a fait que exacerber toutes les problématiques qui existaient déjà. Voilà. Je vous remercie. Je me permets de rebondir, j'adhère à 100% à ce que vous venez de dire, et je rebondis du coup de manière globale. Ça soulève quand même toujours le sujet quand même si je fais un peu une synthèse de ce qu'on vient de se dire, de comment rendre possible l'accès à la formation, que ça soit avec ces problématiques de flux tendus que vous venez de mentionner, et du fait qu'on soit ça soit toujours compliqué finalement de dégager du temps parce que c'est pas forcément la priorité opérationnelle. Que ça soit d'un point de vue financier, parce qu'on se rend bien compte que c'est compliqué, même si, pour information, Hyperia a annoncé que désormais, il financerait l'analyse de pratique professionnelle pour les assistantes maternelles et les gardes d'enfants à hauteur de 14 heures par an. Comment est-ce qu'il y a une réflexion aujourd'hui, notamment des pouvoirs publics, sur ces modalités pratiques pour faciliter l'accès à la formation professionnelle? Je me permets du coup. Cette question je pense, vous est posée, Monsieur Jean-François Pierre. Oui, peut-être que Madame Martineau, vous avez aussi des suggestions aussi par rapport à ça, mais il me semble que c'est quand même un des points cruciaux qui ressort de tous les plans dont on vient de parler aujourd'hui. Il y a une question financière, mais il y a une question derrière de l'aspect opérationnel. Et qui sert l'attractivité du métier derrière aussi, quoi. Moi, juste en quelques mots, ce qui est certain, c'est que on devrait, que ce soit dans l'accueil collectif ou l'accueil individuel, il devrait, de fait, on devrait pouvoir, moi je prends souvent l'exemple du médico-social parce que c'est très frappant par rapport à l'éducation spécialisée, par exemple, qui sont du coup nos collègues et en tout cas pour les EGE, nos collègues assez proches. Ça devrait être commun, en fait, que, je ne sais pas moi, une fois par mois, par exemple, il y ait une journée qui soit banalisée et où on n'accueille pas les enfants, mais on vient travailler. Et cette journée, elle ouvre droit quand même à la prestation de service unique, même s'il n'y a pas les enfants. Il faudrait qu'en fait, ce temps-là de non-présence des enfants soit autant financé que quand il y a les enfants. Voilà. Alors après, on ne va pas rentrer sur un débat sur le financement des structures, etc., parce qu'on en a pour 2 heures. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut arriver à prendre en compte. C'est de se dire qu'à un moment donné, les structures peuvent être fermées, ce qui permet de fermer aux familles et aux enfants, je parle. Voilà, donc ça veut dire trouver un autre mode d'accueil ou trouver nos solutions, ça c'est certain, hein, ça posera d'autres questions, mais de se dire que ces fermetures-là sont financées au même titre que s'il y avait des enfants. Ça, ce serait reconnaître le travail des professionnels, très clairement. Alors, ça, c'est une modalité. Alors, je pense que dans la pratique, l'idée de la pratique professionnelle, c'est aussi de l'accompagner, on va dire, au fil de l'eau et pas seulement de façon ponctuelle. Alors, il y a aussi les supports audiovisuels qui peuvent être un outil, puisqu'ils permettent, par exemple, in situ, de filmer avec l'accord du professionnel, le professionnel en train de travailler, et de l'observer juste après avec la participation des collègues pour observer les gestes pratiques qui sont proposés et ceux qui pourraient être associés, puis même aussi se poser la question sur la situation, ce qu'elle décrit. Donc ça, c'est peut-être des choses qui peuvent aussi se mettre en place, on va dire, au fil de l'eau, sans pour autant dégager un temps spécifique. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle la formation-action, mais ce n'est pas nouveau, encore une fois. Qu'en est-il de cette formation-action? C'est vraiment important et en effet, avec des personnes qui viennent observer, qui viennent voir comment on travaille, etc. etc. Donc, moi, j'ai fait ça pendant 5 ans dans mon ancien métier. Donc, j'accompagnais des équipes au long cours, accueil de loisirs maternels, équipe de crèche, etc. Donc, voilà. Mais ça veut dire aussi que ce sont des choses qu'on quand même à prendre avec beaucoup de finesse, parce que ça veut dire aussi qu'on part de là où en sont les personnes.
C'est-à-dire qu'on ne vient pas… Moi, ce dont j'ai peur avec les questions de formation et de tout ce qui peut y avoir de très nationalisé, très cadré, etc., c'est du plaquage. C'est-à-dire de se dire, bon, ben, il faut absolument arriver à ça. Donc, on ne prend pas en considération où c'est qu'elle en est cette équipe, quel est son historique, quel est son vécu, etc. Et il faut qu'on applique des programmes, quoi. Voilà. Moi, on sera très vigilant à ça. On n'a pas besoin de programme en petite enfance, 0-3 ans, très clairement. Voilà. Donc voilà, donc la formation c'est essentiel, on est bien d'accord, mais ça veut dire aussi qu'il faut des personnels qui soient formés à ça et qui soient aptes à pouvoir prendre en compte où en est une équipe, ce qu'elle a vécu, où elle veut aller, et parce que tant que vous n'avez pas l'adhésion de toute une équipe, vous n'avancez pas. Et la pluridisciplinarité dans nos équipes particulièrement fait que c'est très compliqué et c'est très lent. C'est très lent. Voilà. C'est très, très lent. Donc, voilà. Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit sur le manque et la perte d'attractivité, parce que c'est un sujet qui est quand même inquiétant des professionnels à la petite enfance. Qu'est-ce que vous auriez à répondre, Jean-François Pierre, sur ce sujet En fait, c'est un sujet qui se travaille sous plusieurs dimensions. Là, le plan de formation, ça peut être un moyen aussi de renforcer l'attractivité du métier, parce d'une certaine façon, on dit aux professionnels et on dit aux employeurs, voilà, il y a des thématiques de formation qui sont particulièrement importantes et il faut vous motiver pour envoyer vos professionnels sur ce sujet. Parce qu'on sait qu'un des freins aussi au départ en formation, et finalement, qui fait que les professionnels sont plus à jour par rapport aux connaissances aussi scientifiques et aussi aux connaissances, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, expérientielles finalement des professionnels d'enfance, c'est que voilà, ils sont pas, l'employeur ne sait pas forcément quoi faire, et donc on veut donner aux employeurs finalement une idée de ce sur quoi ils pourraient former ces professionnels. On veut aussi, et ça répond peut-être finalement à la préoccupation là, de Julie, proposer aussi un outil d'autodiagnostic sur finalement les formations dont on aurait besoin compte tenu finalement de ce qu'a déjà fait l'équipe du projet de l'établissement, du projet du relais assistant maternel ou du projet de l'assistant maternel ou du professionnel. Finalement, quelle est la formation qui serait à faire en priorité compte tenu de ses compétences et aussi de ses envies. Parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus seulement les questions de formation professionnelle sous l'angle des compétences acquises ou acquérir, mais aussi la question des envies aussi, donc avec cette idée d'avoir une cartographie un peu aussi des talents, des aptitudes à développer ou dont il faudrait disposer pour tel type d'activité. Ça, c'est une réflexion qui existe de manière générale dans la formation et qu'on voit arriver un petit peu dans la petite enfance aussi. Donc, alors je ne dis pas qu'on va arriver à faire cet outil d'autodiagnostic, parce qu'on aimerait le faire au format numérique et après ce que j'ai compris, c'est un petit peu cher quand même à faire. Donc, il faut aussi qu'on convainque un peu nos décideurs d'aller sur ce point-là, qu'on est en discussion avec ce qu'on appelle la fabrique numérique là, du ministère, qui pourrait nous aider à construire cet outil. On aimerait bien le faire l'année prochaine. Mais ça pourrait être une piste aussi. Et après, évidemment, si c'est un outil pertinent, pourquoi pas le développer de manière plus large pour l'ensemble des formations professionnelles sur la petite enfance. Après, sur les autres dimensions liées à l'attractivité en fait, des métiers, effectivement, il y en a plein d'autres. Il y a le volet réglementaire, en changeant la réglementation, éventuellement en autorisant aussi plus de passerelles aussi entre les métiers, parce qu'on est sur quand même un secteur où l'essentiel des professionnels ont un niveau de formation très bas, voilà, donc, puisque l'essentiel des professionnels, finalement, ce sont des salariés du particulier employeur, il faut le dire, assistant maternel, garde d'enfants à domicile. Et les autres professionnels, ceux qui ne sont pas dans ce cas de figure-là, en fait, ont bien souvent plutôt un CAP accompagnement éducatif petite enfance. Et après, on a d'autres formations un peu supérieures qui permettent d'exercer dans d'autres univers professionnels. Et la marche est parfois un petit peu haute, en fait. Voilà, donc, le sujet que l'on a, nous, parce que nous, on n'est pas propriétaire de diplôme, donc la Direction générale de la cohésion sociale sur notre secteur de l'accueil du jeune enfant. Le seul diplôme qui relève de notre direction, c'est celui d'éducateur de jeunes enfants. Diplôme qui est souvent demandé ou exigé ou possédé par des directeurs des structures ou animateurs des relais assistants maternels. Donc, on est vraiment sur des fonctions dites supérieures. Tous les autres, et on a aussi la formation d'assistant maternel, évidemment,
Mais sinon, tout le reste, ce n'est pas chez nous. C'est côté santé, vraiment, ou alors côté éducation nationale. Et donc, l'enjeu, c'est finalement d'avoir une forme de partenariat avec les collègues des autres ministères ou autres directions pour qu'il y ait une fluidité des parcours et que les professionnels qui suivent ces autres formations qui sont utiles dans le domaine des modes d'accueil de jeunes enfants ne soient pas tirés uniquement vers les objectifs des autres directions, d'autres ministères. Par exemple, je ne sais pas, avoir des personnels soignants qui peuvent travailler ailleurs que dans les secteurs petite enfance à l'hôpital, par exemple, ou avoir des CAP accompagnants éducatifs petite enfance qui sont plutôt formés pour être ATSEM. Donc, des choses comme ça, en fait. Donc, on a vraiment ce souci-là. Et voilà, donc une grande responsabilité. En même temps, il faut, les choses ne se font pas chez nous et ça suppose d'avoir beaucoup d'échanges avec nos collègues. Voilà. On en a eu récemment, par exemple, sur le diplôme d'auxiliaire de puériculture ou de puéricultrice, voir si dans la réforme qui est en cours pour l'auxiliaire de puériculture, nos préoccupations, c'est-à-dire celles du secteur, en fait, sont bien prises en compte. C'est un peu comme ça. Le GE, c'est encore autre chose. J'avoue, je ne pourrais pas me prononcer sur ce sujet-là. Voilà. Et puis, évidemment sur la réforme du financement des modes d'accueil, alors ça, c'est des choses qui se travaillent au long cours. Ça se travaille sur le temps d'une coge, en fait. Donc, peut-être qu'à l'issue du plan national de formation des professionnels de petite enfance qui se termine en 2022, on se sera dit, mais finalement, sur la formation, il y a un certain nombre de freins qui tiennent à l'architecture des financements des modes d'accueil. Et de la même façon qu'on l'a revu en créant ce qu'on appelle un bonus inclusion handicap ou un bonus mixité sociale, on a revu ce système pour favoriser l'accueil des enfants en situation de handicap ou de pré-handicap, on va dire ça comme ça, ou en situation de pauvreté. Peut-être qu'on reverra aussi ces sujets-là sur la formation. Peut-être qu'on ira un peu plus loin aussi. Mais ça, c'est sur un temps long, donc on ne peut pas apporter de réponse immédiate comme ça. Je me permets juste de compléter sur cette notion d'attractivité qui est évidemment essentielle aujourd'hui. Moi, je vois quelques leviers aussi complémentaires à ce que vous venez d'évoquer. Bon, il y a quand même un sujet qu'on n'a pas du tout mentionné depuis le début, mais qui est tout de même la valorisation en termes de rémunération de ces professionnels, qui est quand même un point absolument central qui n'est pas l'objet de notre discussion de ce jour, mais qui a plus que son poids dans cet objectif d'attractivité. Et puis, je vois aussi deux autres leviers quand on parle d'attractivité. Je pense qu'il y a, nous, ce qui ressort notamment beaucoup de nos actions de formation donc auprès des différents professionnels, c'est peut-être un plus grand accompagnement également des managers de structure, notamment sur ce volet RH. Ils sont sous l'eau, ils sont noyés sous les contraintes à tout niveau et notamment dans cette période de Covid où en gros ils sont sur tous les fronts en même temps. Mais de manière générale, donner plus d'outils à ces managers de structure en termes de gestion RH. Et donc là, je vous rejoins totalement, Monsieur Jean-François Pierre, sur cet outil d'autodiagnostic parce que ce qu'ils nous disent, ces responsables de structure, c'est qu'ils ont du mal à connaître véritablement les compétences et les besoins de formation de toutes leurs équipes, croisés avec cette notion fondamentale d'envie. D'ailleurs, sur ce sujet, nous, on a développé un outil numérique là-dessus, donc on pourra échanger là-dessus, mais qui est clairement très plébiscité demandé en tout cas par les managers, avec un suivi dans le temps et la construction d'un vrai parcours de formation dans la durée, que ce ne soit pas juste des one-shots qui soient liés à des actions très ponctuelles, encore une fois, s'inscrire dans une démarche de continuité. Et donc, pour ça, les managers ont besoin d'appui là-dessus. Et le deuxième, quand même, ou plutôt le troisième levier du coup, nous, ce qu'on voit, c'est quand même peut-être, comment dire, un peu plus innover aussi sur les manières d'accompagner tous ces professionnels, utiliser les outils qui sont justement utilisés au quotidien par tous ces professionnels. On en parlait en introduction en off, mais aujourd'hui, tous ces professionnels utilisent au quotidien les réseaux sociaux, les groupes Facebook, etc., ont besoin, tout comme les parents d'ailleurs, de réponses à leurs questions et d'une certaine rapidité dans la réponse à leurs questions, ont cette volonté d'échanger entre pairs, mais également avec des experts. Enfin voilà, l'idée d'être engagé, de fonctionner en communauté, et ça, c'est quand même des choses aussi que le numérique permet aujourd'hui.
et qui fait partie des usages du quotidien de ces professionnels et de ces futurs professionnels, dans la mesure où aujourd'hui, on a aussi un enjeu fort de renouvellement des générations, notamment sur le segment des assistantes maternelles. Donc voilà, peut-être aussi proposer et compléter ces parcours de formation par des outils plus attractifs aussi, parce que adaptés aux usages du quotidien. Mathias, on arrive au terme de ce webinaire. On a déjà un petit peu même dépassé. Comment pouvons-nous conclure? Est-ce que... Peut-être un dernier mot, pardon, puisque Jean-François Pierre et Léonore de Saint-Sienne se sont exprimés sur s'ils devaient porter une chose, quelle serait-elle? Julie Marty-Pichon, si vous aviez une recommandation à faire pour l'avenir, quelle serait-elle? Et puis on va terminer avec ça. En matière de formation, bien sûr. Oui. Ok. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je crois que vraiment il y a je pense qu'il faut vraiment mettre tout le monde autour de la table. Et quand on parlait tout à l'heure de cloisonnement entre le 0,3 et le 3,6 par exemple, et sur les passerelles qu'il pouvait y avoir entre les différents métiers pour l'attractivité du secteur, je crois qu'il est temps d'avoir une vraie discussion 0,6 ans et puis de se demander exactement de quelles compétences on le sait de quelles compétences on a besoin pour être auprès des jeunes enfants. Et du coup, d'arriver à ce que, quel que soit le professionnel qui intervient auprès d'un jeune enfant, il ait la même formation, la même base initiale. Voilà. Aujourd'hui, le vrai problème que l'on a, c'est que les formations sont très diverses. Elles viennent d'univers très divers, la santé, le social, etc., l'éducation nationale, et que du coup, on n'est pas sur une base commune. Voilà. Je crois qu'on doit travailler à ça, à travailler à ce qu'il y ait une vraie base. C'est-à-dire que quel que soit le professionnel que l'on est, au domicile, pas au domicile, on devrait avoir la même base de formation sur ce qu'est un jeune enfant et ce que c'est qu'accompagner une famille. Voilà. Je peux vous dire que là-bas, les EJE sont la formation la plus complète aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est une réalité. Voilà. Eh bien, un très grand merci à tous les trois pour ces échanges riches et intéressants. Nous vous invitons à notre prochain webinaire qui va conclure un peu notre série, qui sera le 21 décembre, où nous ferons le bilan de la série, quels sont les enseignements et les pistes d'action pour l'avenir, lundi 21 décembre de 11h30 à 12h30. Et en attendant peut-être de nouvelles actions en 2021, nous préparons un colloque national sur le sujet au Parlement. Merci à tous et bonne chance pour la suite. Merci. Merci beaucoup.